Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bienvenue dans Trajectoire au rayon X. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Dourayed Ben Salem, neuroradiologue au CHU de Brest, professeur des universités et chercheur au LATIM. Depuis 2012, il combine pratique clinique, recherche et responsabilité éditoriale, notamment en tant qu'éditeur en chef du Journal of Neuroradiology. Pionnier dans le domaine du recyclage du gadolinium à travers le projet Megador, il œuvre pour une radiologie plus verte et responsable. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours, ses engagements écologiques et les moments clés de sa carrière. Bienvenue Dourayed Ben Salem. Merci Grégoire pour cette invitation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dourayed, vous êtes neuroradiologue depuis maintenant quelques années. On a l'habitude dans le podcast de commencer, c'est un podcast qui s'appelle Trajectoire au rayon X. Et donc, on dissèque la trajectoire de nos invités. Et donc, première question, simple, qu'est-ce qui vous a amené à être neuroradiologue ? Quand j'ai fait mon internat, j'ai fait mes études de médecine à Lyon et ma spécialité à Dijon. Et je voulais faire ophtalmologie. Et donc en attendant de passer en ophtalmologie, je suis passé en neurochirurgie, qui était au premier étage. Et puis au rez-de-chaussée, il y avait la neuroradiologie. Et donc j'ai bifurqué, on va dire, vers la neuroradiologie parce qu'on avait des staffs en commun, parce que je trouvais que c'était attractif. Et puis aussi, il y avait le côté, à l'époque, on récupérait pas après les gardes. Donc les mois d'été, c'était tout le mois, jour et nuit, d'astreinte, de garde, ce que vous voulez, parce qu'il y a un interne qui part en vacances et donc l'autre il reste non-stop pendant un mois. Donc j'ai dit que c'était pas correct quoi pour les patients et j'ai dit que j'allais faire de la neuroradiologie. Parce que la cadence des astreintes était moins intense. Non mais on est astreinte tout le mois. Tout le mois, oui. Tout le mois, jour et nuit. Ah oui, c'est ça. Ça c'est sympa ça. On ne récupère pas le lendemain. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier ou une personne qui vous a orienté, enfin qui a été une forme de modèle quand vous vous êtes dit c'est la neuroradiologie, ça aurait pu aussi être un dégoût complet et puis partir dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec la tête et le cou. Je pense que dans une trajectoire, oui, on a toujours un mentor, quoi. Donc j'ai eu la chance d'être accueilli par le professeur Daniel Biner, là, qui était neuroradiologue à Dijon. Et qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les postes, qui m'a dit il faut faire ça, il faut s'inscrire là, il faut faire ça, voilà. Donc je pense que c'est important dans sa carrière, si on n'a pas les bons conseils à un moment donné. Ce que je dis, moi, quand j'étais adolescent, je voulais être chercheur. Et puis un jour, un week-end, on a reçu des gens à la maison et la dame m'a dit si tu veux être chercheur, fais d'abord médecine et après tu pourras faire ta recherche. Alors que si tu commences par la voie qu'on connaît de science et qu'après c'est pas facile, quoi. Le parcours est pas facile, on reste jusqu'à 35 ans avec des contrats précaires, etc. Tu vois bien, les chercheurs ils vont à l'étranger, quoi, parce que oui, ici, c'est particulièrement difficile par la voie scientifique. Donc, du coup, elle m'a donné un bon conseil. Je remercie cette personne parce que du coup, j'ai fait médecine et après, j'ai pu faire ce que je voulais en côté recherche. Justement, ça introduit bien un des deux points importants qu'on voulait aborder aujourd'hui dans ce podcast. Vous dirigez la chaire Megador qui se concentre sur le recyclage du gadolinium en imagerie médicale. Alors... quand on voit ça d'aujourd'hui, on se dit oui, évidemment, on est en 2024, mais en fait, c'est pas si simple. Et surtout, on a envie d'en savoir plus sur pourquoi déjà recycler le gadolinium au-delà de l'aspect financier, et qu'est-ce qui a amené vers ça.
notamment en lien avec votre rôle comme chercheur au LATIM. Enfin, il faut nous expliquer un petit peu le contexte. D'accord. Donc on m'a invité il y a la semaine du cerveau tous les ans et on m'a dit faudrait que tu viennes faire une conférence dans un café sur le sujet que tu veux. Donc j'ai décliné une première fois, une deuxième fois tous les ans, puis une troisième fois on commençait à parler des dépôts de Gadot dans le cerveau. Et donc j'ai dit, tiens, je vais faire une présentation sur les dépôts de Gadot dans le cerveau. Et à la fin de mon intervention, il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle et qui m'a dit, oui, d'accord, ça se dépose dans le cerveau, mais quid des dépôts de Gadot dans l'environnement, dans les eaux de rivière, dans les fruits de mer. Et là, c'était une bonne question parce que moi, je ne savais pas que j'étais un pollueur. J'en ai injecté des litres de Gadot. Et donc c'était un étudiant en master, il m'a ouvert son ordinateur, il m'a montré son travail et donc on a une coquille Saint-Jacques Tech à Brest. Sur une trentaine d'années, les coquilles Saint-Jacques sont prélevées à la même période. Tech comme vidéothèque. Voilà, coquille Saint-Jacques Tech. Et donc dans la coquille de la coquille Saint-Jacques, il y avait des anomalies croissantes en gadolinium et qu'on a corrélé au nombre de boîtes qui étaient vendues. J'ai eu les chiffres de la sécurité sociale sur le nombre de Gadot, les linéaires et les macrocycliques. Et il y avait une petite décroissance dans la courbe qui correspond au moment où on a commencé à arrêter lever le pied sur les linéaires. Et après, ça remonte petit à petit. Donc c'est là où j'ai eu le déclic. Après, on a travaillé sur qu'est-ce qu'il y a dans le Gadot, est-ce qu'il y a des impuretés. Et pour ce travail, j'ai dû collectionner des fronts de seringues pendant une semaine, 15 jours. Je demandais aux manip de ne pas jeter la seringue dans la poubelle, mais de me les garder. Et puis au bout de 15 jours, quand j'ai vu que j'avais rempli la caisse, je me suis dit, mais c'est quand même de la matière première qu'on a dans les seringues, là, qui est propre, qui est pure, et qui est jetée. Et donc c'est là où ça a germé le fait qu'il faudrait qu'on récupère le Gadot non utilisé, et ça représentait à peu près 15% de la dose en France. On a fait une étude, 15% de la dose qui était jetée. Donc pour une seringue, ça représente 1,5 ml ou 2 ml. Et avec ça, on arrive maintenant on a 670 litres dans la cuve. Donc ça représente, je ne sais plus combien, de 350 000 gestes de vidage des manips. On commence, c'est négligeable, hein, mais on y arrive. Ça, c'est juste le rebut qui correspond maintenant à un demi-mètre cube de gadolinium pur. Oui. Et donc maintenant, avec le multipatient, grâce au multipatient depuis le mois de mars, normalement, on devrait en récupérer moins, c'est le but. Après, dans mes Gador, il y a la partie donc, non utilisée et il y a la partie gadolinium dans les urines. C'est-à-dire que le patient, toute la dose que vous lui avez injectée, normalement, il est censé l'éliminer et ça va dans les urines. Et donc, c'est pas filtré par les stations d'épuration et ça se retrouve dans les rivières et dans la mer et dans l'eau du robinet. Moi, j'ai une question très, très naïve. Au départ, c'est produit comment, le gadolinium ? Enfin, c'est extrait Alors, le gadolinium, il appartient aux terres rares. Donc, c'est une extraction... on ne peut pas extraire que le gadolinium. On est obligé d'extraire tout le cocktail des terres rares. Hein, dans le tableau de Mendeleïev, là. Et quand on extrait des terres rares, il y a de l'uranium et du thorium qui se fixent à ces terres rares. Et donc l'eau que vous allez utiliser pour laver votre minerai, quand elle va sortir, elle sera radioactive, faiblement radioactive, mais radioactive. Donc c'est déjà ça pollue. Et après, il y a tout un processus chimique pour sortir le gadolinium de ce cocktail de terres rares. Et après, pour le purifier, arriver aux concentrations qu'on a, c'est encore polluant. D'accord. Ah oui. Et donc le marché, tout vient de Chine. Tout vient de Chine, ok. La production est... Il n'y a pas de terres rares en Europe. Il y en a un peu c'est la Chine, le producteur mondial numéro 1, et après c'est les États-Unis. Mais ils ont les réserves, mais ils ne veulent pas polluer. Donc ils ne font pas ça chez eux, quoi. J'ai une question. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'iode, sur les produits contrastés iodés ? Alors tout à fait, sur l'iode, pendant quelques années, ça ne me posait pas de problème intellectuel. On injecte de l'iode et on élimine de l'iode et ça va dans la mer, il y a de l'iode dans la mer, donc je ne voyais pas où était le problème. En fait, il
faut réfléchir à l'étape suivante, c'est quand on veut faire l'eau du robinet, on prend l'eau des nappes phréatiques ou des rivières et on rajoute du chlore. Et chlore plus produit de contraste iodé, parce que pareil, c'est pas filtré par les stations d'épuration, ça donne des sous-produits de désinfection de l'iode qui sont très toxiques. Et donc c'est pareil, il faut maintenant, alors grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir injecter moins dans le futur. Grâce au comptage photonique, aux imageries spectrales aussi, on peut injecter moins, que ce soit de l'iode ou du GADO. Et puis les sociétés savantes aussi disent maintenant, je ne sais pas moi, un méningiome, un contrôle de méningiome de la convexité stable. Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'injection? Est-ce qu'une demi-dose ne suffit pas? Ou la sclérose en plaques? Avant on injectait tout le monde, maintenant c'est que s'il y a pour faire le diagnostic. Et puis après... et même maintenant avec les nouveaux critères de McDonald's 2024, l'injection sur une première IRM, elle est pas, on peut s'en passer. Donc il y a une évolution de toutes les sociétés savantes. Je parle de l'imagerie de la femme aussi, l'imagerie mammaire, les dames qui ont des risques de cancer et qu'on doit suivre régulièrement, une pathologie chronique. Donc on se pose des questions sur ces gens qui ont des injections itératives de GADO. Est-ce que pour l'instant, ça c'est une question aussi naïve, parce qu'on a en tête, c'est qu'effectivement on injecte un produit qui est un produit en tout cas extrait, terre rare, qui a un métal lourd, oui. On sait que ça se dépose, oui. En tout cas les noyaux dentelés, il y a des endroits où on le voit, on peut mesurer son dépôt sans avoir même à prendre debout. Mais est-ce qu'il y a c'est vraiment une question naïve, est-ce qu'il y a des éléments, on sait s'il y a une toxicité potentielle sur, je sais pas moi, hormonale, finalement qu'est-ce que ça pose comme problème à part le principe de prudence et le fait de déséquilibrer peut-être des écosystèmes alors, ce qui est toxique dans le GADO, c'est pas le GADO qui est chélaté, c'est le GADO quand il a perdu son enveloppe, quand il est déchélaté. Le GADO tout seul, le sel de GADO, le GD3+, c'est un poison. Donc ça, il y a plein d'études sur les oursins, sur des moules, ça joue sur leur système reproductif, là j'ai vu récemment une présentation sur de la morue, sur des larves de morue, ça déforme le squelette du poisson. Oui. Où il perd sa mâchoire, où il a la tête complètement déformée. Donc le GADO, alors il faut arriver à des concentrations assez élevées. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'exposition chronique. C'est-à-dire qu'admettons, vous avez du GADO dans l'eau du robinet, bon, on va vous dire c'est négligeable, c'est l'ordre de 10 puissance moins 6, voilà. Mais exposition chronique, c'est-à-dire que vous buvez, vous en avez l'accumulation dans le temps, on ne sait pas ce que ça donne. Aussi, ce qui est peu étudié, c'est quand est-ce que ce GADO va se déchélater, sous l'effet de l'eau de mer, du soleil, des ultraviolets, etc. Quand est-ce qu'il va redevenir libre, redevenir méchant. Ça, pour l'instant, il y a peu d'études là-dessus. Mais c'est pas le radiologue qui injecte plus, c'est parce on fait plus d'examens, c'est-à-dire qu'il y a plus d'IRM, on fait plus d'examens, du coup on injecte. Mais c'est pas parce que nous on a le doigt plus facile sur la seringue pour injecter. Ça, c'est non. C'est-à-dire que là, malgré les diminutions des indications d'injection et des recommandations qui sont émises par la plupart des sociétés savantes, oui. Qui disent en gros calmez-vous parce qu'il n'y a pas besoin dans la plupart des cas, oui. Malgré ça, ça monte. Ça monte, ah oui, ça c'est normal. D'accord, c'est sur le nombre d'actes. C'est parce qu'il y a plus d'examens, on a plus d'IRM, oui. À l'échelle mondiale. Oui. Donc il y a des pays qui ont une sensibilité un peu plus, c'est-à-dire qu'au Japon, par exemple, alors là, avant de sortir pouvoir injecter, il vous faut 2 signatures de médecins, etc. Un radiologue ne peut pas injecter comme ça, décider je vais injecter le patient. Il faut que ça soit quasiment en RCP, quoi. Et ils ne veulent pas entendre parler d'ailleurs, c'est comme ça que les constructeurs ont développé les séquences d'ARM sans injection pour le marché asiatique. Bon, maintenant, du coup, on en bénéficie, mais ils ont une phobie des injections au Japon. On parle beaucoup des polluants éternels, c'est ça ou, c'en est un ou non, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas si c'est... On ne sait pas comment ça se fixe. Il se fixe, alors il a le même diamètre ionique que le calcium,
Et donc il entre en concurrence avec le calcium en fait. Donc dans votre os, il va prendre la place du calcium. Et en fait, si vous regardez les publications, donc à McDonald's, bon, ok, on a trouvé dans le cerveau, mais en fait, les publications qui disent que le GADO se dépose dans l'os, c'est depuis 2005, c'est 10 ans avant. Mais l'os, a priori, c'était pas si noble que ça comme organe. Et donc, les publications, on a trouvé du GADO dans les têtes fémorales des gens. Quand on avait des prothèses, on prenait la tête et on faisait une bouillie et on analysait le GADO, et on a trouvé du GADO chez des gens qui avaient du GADO. Mais bon, voilà, c'était dans l'os. Mais par contre, quand vous discutez avec les laboratoires, ils disent oui, on sait. Il y en avait dans l'os, oui, on sait. Il y en a dans d'autres organes, oui. C'est comme du vibranium chez Wolverine, là, dans l'os, du métal lourd. C'est moins sympa. J'ai une question aussi pour les auditeurs et surtout pour les plus jeunes auditeurs. Est-ce qu'à Brest, c'est vraiment une question. On enregistre ce podcast depuis les JFR et on discute pas mal à l'Agora Junior avec les plus jeunes, les internes. Et là maintenant, nos internes sont tous de la génération Z. À part rares exceptions, tout le monde est né après 1995. Et encore, souvent ils sont nés plutôt après. Une des préoccupations, et donc on disait, une génération, c'est un groupe homogène de gens qui ont les mêmes références et les mêmes préoccupations et les mêmes marqueurs historiques. Ils ont vécu les mêmes événements, etc. Quelque chose qui est un gros marqueur de la génération Z, c'est la préoccupation sociale et environnementale. J'imagine qu'en écoutant cet épisode, nos plus jeunes auditeurs, mais aussi les plus âgés, seraient particulièrement intéressés de prolonger, en tout cas s'intéresser à ce sujet-là, c'est un sujet que vous avez développé, dans lequel vous êtes un expert mondial, mais finalement ma question c'est est-ce qu'il y a de la place dans votre labo pour les plus jeunes? Il y a toujours voilà, donc là on continue de travailler sur le gadolinium. On va acheter des toilettes qui récupèrent l'iode et le GADO. Donc on sera les premiers en France. Donc j'ai eu un financement ARS pour ça. Et donc on a au même niveau, par exemple, on a 3 scanners, 3 IRM. Donc les gens, moyennant, ils restent une demi-heure après l'injection, ce qui fait à peu près 1 heure après l'injection, mais en gros, quand ils sortent de leur cabine, ça fait une demi-heure. Ils nous donnent leurs urines. Ils vont aller dans ces toilettes, et il y a des cartouches, des résines échangeuses d'ions qui vont capter l'iode et le GADO. Et une fois que c'est plein, c'est repris par l'entreprise hollandaise là, qui fait ces toilettes. Et les cartouches sont envoyées à un industriel de production des produits de contraste qui va les nettoyer et nous les remettre dans le circuit. Parce que les cartouches échangeuses d'ions, ça se nettoie. C'est-à-dire qu'on récupère le produit et après ça on bonne à nouveau pour remarcher. Donc ça c'est l'étape parce que l'urine, je vous dis, c'est un problème. Il y a la consommation des machines, la consommation électrique des machines. Pourquoi vous laissez en veille votre 80% de la consommation d'une machine, c'est quand elle est en veille, en IRM, ready to scan. Donc là, on travaille sur ça, et aussi pendant les mois d'hiver pour optimiser les rendez-vous. Parce que pendant les mois d'hiver, l'électricité n'a pas le même prix dans la journée. Il y a des tranches hautes. Donc par exemple, jusqu'à 10h30 du matin, c'est plein tarif. Et donc là, on mettrait des examens low-énergie, comme des IRM de genoux, des IRM de rachis lombaire. Une tête égale 3 genoux ou 3 rachis lombaires en termes de consommation électrique. Et par contre, par exemple, les têtes, on pourrait les faire de 10h30 jusqu'à 17h. Et après, ça repart en période haute. Donc ça, par exemple, c'est un exemple juste de management des rendez-vous pour moins consommer. Ça, c'est une optimisation économique aussi pour les institutions. Économique, et puis aussi c'est bon pour l'environnement puisque vous allez vous allez consommer moins, quoi. Vous allez polluer moins puisque c'est... Répartir. Oui, ça faisait. Alors en fonction du pays, on va vous dire qu'en France, on a une électricité qui est verte, quoi, qui émet peu de CO2. Par contre, vous mettez ça aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est très important. L'économie qu'on fait en équivalent CO2, elle est très importante dans ces pays-là, quoi.
Ça représente combien si c'est vraiment parfaitement optimisé, on va dire, dans un service d'imagerie, en pourcentage de réduction de consommation? En fait, ça dépend dans l'article qu'on fait, la thèse là, donc, de l'interne qui s'appelle Zeli Alert, on a fait ça par pays. C'est-à-dire parce qu'en France, en faisant la même chose, on va gagner, je ne sais pas, admettons qu'on gagne, je dis 10% de consommation. En France, aux États-Unis, ça serait 30%, quoi. C'est du simple au double. Après, par exemple, c'est simple, c'est-à-dire que ce serait, par exemple, vous avez un rendez-vous avec un peu d'IA, c'est l'IA qui va fixer le rendez-vous en fonction du type d'examen, ou dans votre logiciel là, qui prend de votre risque, qui vous programme ça. Normalement, les examens d'ostéo ne nécessitent pas une présence derrière, donc ça peut être interprété dans la journée, mais pas forcément, voilà. Et puis pour les neuroradios, c'est bien, ils viennent à 10h30. Et ça, c'est vrai, c'est ce à quoi je pensais. On pense à tous ceux qui font de l'imagerie neuro. Ouais. On va savoir que maintenant, c'est de 10h à 16h, mais surtout pas avant ni après. Bon. Oui, ça, c'est pas bon. Est-ce que vous avez... donc, on a parlé de l'impact avec l'injection des produits de contraste, qui donc peut se modérer et se maîtriser. Et on a vu presque s'annuler si on va jusqu'au stade des toilettes qui récupèrent et qui réinjectent... Quasiment. Alors, pour être honnête, dans la première heure, pour l'iode, on récupère 40% de la dose et le GADO, c'est maximum 20%. Parce qu'on injecte moins et puis il est plus difficile à faire sortir. Ouais. Donc cette quantité-là, en tout cas, on la récupère. Ça, c'est une étude qui a été faite par les Italiens, Greenwater. L'article a été accepté dans European Radiology, ça va sortir d'ici quelques semaines. Leurs chiffres, combien exactement ils ont récupéré d'iode et de GADO. Et la chose importante, c'est que plus de 92% des gens ont participé. Ont donné leurs urines et sont restés dans l'heure. Et ça, c'est en Italie. Donc les gens, je pense que... Et l'âge, il y avait des gens qui avaient 98 ans. C'est-à-dire que quel que soit l'âge, je pense que maintenant tout le monde est concerné. Si on dit, voilà, c'est bon pour la planète, les personnes âgées, elles ont le temps, elles sont à la retraite, et puis les jeunes sont encore plus motivés, quoi. C'est sûr. Oui, bah c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un sujet global. Donc on a dit produits de contraste, consommation électrique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dans ce panorama de mesures ou sujets de réflexion dans les groupes de recherche comme le vôtre qui travaillent sur ce sujet en lien avec justement la préservation des écosystèmes de la planète, où c'est vraiment le gros de la recherche? Et d'ailleurs, autre question un peu subsidiaire, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à ces questions-là, au-delà du greenwashing par certains groupes industriels? Si, alors les radiologues interventionnels, parce que quand un radiologue interventionnel a fini son intervention, il sort, vous n'avez qu'à regarder les poubelles, tout ce qu'on jette, c'est de la dioxine qui va dans l'air, qui pollue. Donc il y a un groupe, les anesthésistes, les chirurgiens et les radiologues interventionnels aussi sont très impliqués maintenant là-dedans. Il y a comment faire avec peu de choses, quelque chose d'efficace, et faire Rambo, donc du professeur Vidal, à Marseille, avec juste des fils qui sont résorbables, faire de l'embolisation avec du matériel, c'est pas des coils en platine, qui vient de je ne sais où, qui pollue. Donc tout ça, c'est les produits. Est-ce que même la forme IV ou pas, ou Péros, maintenant ce qu'ils disent, par exemple pour le paracétamol, vaut mieux le donner Péros que la forme IV. La forme IV, elle dégage en bilan CO2, c'est fois 1000. Donc si le patient peut avoir avalé pour des gens qui sont même en réanimation, si on peut le donner par la voie Péros, un comprimé de paracétamol, c'est moins polluant que la même dose par voie IV. C'est passionnant. C'est vrai qu'on n'imagine pas quand je posais la question, je me demandais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir répondre, mais c'est vrai qu'il y a tout ce champ-là au-delà des emballages, etc. Mais c'est vrai que de mode d'administration, de consommation des produits qui sont, de tous ces millions de produits qui sont injectés ou donnés tous les jours. Il y a le verre, par exemple le verre médical. On ne peut pas recycler le verre médical.
Alors que, je veux dire, vous, chez vous, vous avez une bouteille de sirop, et puis quand elle est vide, vous la mettez dans le truc vert, il n'y a pas de souci. Mais donc on a du mal depuis des années. L'année dernière, il y a un député qui a essayé de changer cette norme-là, complètement, voilà. Mais c'est pas passé. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un lobby derrière. C'est pas normal. On dit ok, il faut pas utiliser du plastique, ça pollue, ça vient du pétrole. Et le verre, qui est de la silice, ok, on a besoin de le chauffer pour le faire fondre, mais c'est quand même du verre. Une fois que vous avez chauffé ça à 2000 degrés, qu'est-ce que vous voulez qu'il reste à part du verre, de la silice, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus en radiologie interventionnelle, on utilise des caisses et des caisses. Ouais. Tous les flacons les gros flacons de sérum phi, c'est en verre. Oui. C'est du verre pas recyclé. C'est rien, tout ça, et c'est une matière à réflexion. Merci beaucoup. On va avancer sur la deuxième partie, sur votre rôle dans l'édition scientifique. C'est, je pense, quelque chose quand on n'est pas dans le milieu hospitalo-universitaire et même impliqué dans la publication et l'édition scientifique, qu'on connaît mal. Parfois, je pense qu'on se fait des idées de ce que c'est. Et vous êtes, Douraïed Bensalem, éditeur en chef du Journal of Neuroradiology. Donc c'est un journal en anglais qui est le journal de la Société française de neuroradiologie. Alors, il y a un journal d'organes, si on peut dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rôle, et vraiment avec comme perspective nos plus jeunes auditeurs qui lisent la presse scientifique et qui se disent, ou peut-être même qui ont leurs travaux de thèse qui sont publiés dans des journaux comme le vôtre, peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne, et quel intérêt vous y trouvez aussi, et vous y trouveriez pour des plus jeunes nous rejoindre. Donc dans le journal, dans le domaine de l'édition scientifique, j'ai commencé comme tout le monde comme relecteur, hein, donc on est tous relecteurs pour plusieurs journaux, voilà. Donc déjà ça d'être une première étape de faire une analyse critique sur un manuscrit, c'est en double aveugle, on ne sait pas qui a écrit, et vous êtes invité, donc on est content quand on est reviewer pour plusieurs revues, dont des prestigieuses. Après, on m'a demandé d'être éditeur associé, c'est-à-dire responsable d'une rubrique, et donc l'éditeur en chef nous envoie les manuscrits. Donc c'était avec le professeur Pierrot. Et donc là, ça permet déjà de rentrer dans le savoir comment est le processus, comment il faut rechercher un relecteur. C'est pas une tâche facile, hein, c'est les gens qui relisent, c'est du bénévolat. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, que quand un manuscrit est mauvais, les reviewers ne se connaissent pas, ne savent pas qu'ils sont en train de relire ce même manuscrit, et c'est rare d'avoir besoin d'un troisième avis pour départager. C'est-à-dire que vous avez, il dit reject, c'est reject, ou alors reject and resubmit. Souvent, il n'y a pas de problème. Les gens il est trié rapidement. Alors c'est sûr que si j'ai un reject, j'aurais tendance à... c'est-à-dire que reject, c'est vos relecteurs qui disent ce manuscrit-là, on ne le prend pas parce qu'il est trop nul. On ne prend pas. Donc après, c'est la décision de l'éditeur associé de faire la part de ça, la qualité de la relecture. Et après, on donne l'avis final, ou bien il faut faire des révisions et resoumettre une... Alors c'est sûr que quand on est toujours frustré parce qu'on est auteur soi-même, et puis on voudrait que ça aille vite, et du coup il y a une R1, il y a une première révision qui est demandée, une R2. Alors je connais des revues, des journaux qui vont même jusqu'à R4. Bon, moi, et puis après qui vous disent non. Alors non, je veux dire, si c'est reject depuis le début, il faut le dire, il ne faut pas faire traîner les gens pendant des semaines et des mois pour au final dire non, en fait on n'en veut pas, quoi. Oui, sinon les auditeurs vont pas écouter la suite de ce podcast s'ils savent que le Journal of Neuroradio fait non, R4, je vais pas en R4, c'est R1, R2 maximum. Ouais. Oui, il faut voir que derrière le processus de publication, en fait, finalement, c'est toute une communauté de pairs avec différents niveaux, vous l'avez dit. Hein.
des relecteurs qui connaissent, qui sont des experts, l'éditeur associé qui reçoit ça et qui transmet donc à vous, l'éditeur en chef, qui prend la décision à la fin. Et vous êtes un peu donc finalement la ligne éditoriale, c'est vous, le niveau aussi de la revue, c'est vous. Ça veut dire que c'est en fonction des choix que prend l'éditeur que les revues augmentent ou baissent en prestige en l'occurrence, puisqu'il ne peut pas y avoir que des revues qui augmentent. C'est un travail collectif, hein, donc moi chacun a sa spécialité. Hein. Par exemple, je ne suis pas un neuroradiologue interventionnel, donc pour la partie NRI, je me fie à ce que disent mes collègues. Alors c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui dise OK, et puis moi je dis non, on discute quoi, on échange. Mais c'est voilà, en tout cas il faut promouvoir les journaux français, je dis des sociétés, la Société française de radiologie et la Société française de neuroradio, et il faut envoyer ces manuscrits là parce que c'est comme ça qu'on fait monter le niveau du journal quoi. Et alors c'est sûr que par exemple je sais pas moi, mon collègue professeur Soyer, maintenant pour pouvoir publier dans des 3i, c'est pas facile puisque l'impact facteur a monté, donc le tri est encore un peu plus sélectif. Si vous regardez le pourcentage de manuscrits acceptés, on est à moins de 20%. Hein. Ouais, c'est dur. Donc ça commence à être dur. Oui. Alors après, on se fait pas que des amis, c'est-à-dire que dans les congrès, si j'ai des collègues à qui j'ai dû refuser. Voilà, c'est un poste. Oui, c'est un poste à je vais avoir des coups de couteau dans le dos. Non. J'ai une question, ça va être peut-être la seule question difficile à laquelle je pense, parce que c'est vrai que le milieu de l'édition, on sait, a été scientifique, a été agité d'un certain nombre de crises, et notamment, je sais que c'est une question difficile parce que je sais où est le Journal of Neuroradiology, et ça croise avec ma question, donc enfin, vous répondrez comme vous voulez. On reproche souvent à l'édition scientifique, enfin aux grands éditeurs, d'utiliser, on l'a dit, bénévolement, des relecteurs, des éditeurs associés, des éditeurs pour une manne financière gigantesque. Et c'est une question qui est particulièrement difficile parce qu'on l'aborde en deuxième partie, et que la première partie, on parlait de responsabilité sociale des entreprises, et qu'en fait, d'une certaine manière, ça contribue à un modèle économique très capitalistique, le travail de beaucoup pour les revenus de très peu, des énormes revenus. C'est le modèle économique qui est notoirement le plus efficace parce qu'il se base sur on dit the fame et le prestige finalement que peuvent dégager ces revues. On voit quand nos internes, enfin même dans des journaux à faible impact, une publication pour un interne, c'est quelque chose vraiment c'est normal, hein, c'est fantastique, c'est beaucoup de prestige. Et plus on monte, il y a des revues qui, alors que ces revues-là gagnent des milliards, font payer des milliers, voire pour les pires, des dizaines de milliers d'euros pour publier un article. Il y a un an ou deux, il y a tout un comité éditorial qui a démissionné à cause de ça, en se disant les prix que vous demandez pour un open access ou pas, on est contre, on veut pas. Et l'éditeur n'a pas lâché, et donc ils ont créé leur revue en parallèle, alors que c'était la revue la mieux classée dans le domaine. Donc après, c'est vrai qu'on est tributaire parce d'impact facteur, de facteur H, mais surtout, mais c'est dans le monde entier. C'est-à-dire que pour avoir un poste, on va dire universitaire, on va vous demander tant d'articles publiés dans une revue de telle catégorie. Et c'est vrai que les grosses maisons d'édition, ils profitent un peu de ça, quoi. Que ce soit Springer ou Elsevier ou Wiley ou voilà, ou d'autres modèles où ils sont passés de base en open access, c'est-à-dire qu'il faut les payer pour pouvoir envoyer un article, quoi. J'avais en tête ce groupe éditorial qui a claqué la porte effectivement pour monter le journal. Alors sur le moment ça fait beaucoup de bruit, mais en fait quand la revue est recréée à côté en dehors du système, eh bien effectivement en fait finalement ils ne sont pas indexés dans PubMed pendant 2 ans,
Et en fait, même s'il y a beaucoup de gens très fidèles, ceux qui les connaissaient avant, en fait, ceux qui ne les connaissent pas, leur revue n'apparaît pas, n'est pas indexée. Et puis, vraiment, le système est difficile à désamorcer. Effectivement, avec des métriques individuelles. Enfin, beaucoup de la bibliométrie est basée sur ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet, pour moi, qui croise avec les questions de la responsabilité sociale, comme éditeur ou éditeur associé, en l'occurrence. Mais c'est vrai que moi je le dis, quand je vois le prix qu'ils affichent pour un open access dans le journal, je dis mais c'est pas possible. J'ai aucun moyen de pression, rien du tout quoi. Rien, c'est ça le prix, on a regardé, on a fait un machin, c'est ça le prix. C'est un algorithme qui a déterminé. C'est Nature, où ils sont, je crois que c'est $15,000. Ah bon? Oui. Donc c'est vraiment... il est open access à $15,000, j'espère. Oui, je crois que c'est open access. Merci beaucoup Douraïed Ben Salem d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Trajectoire au rayon X. C'était vraiment, on a balayé de la Saint-Jacothèque jusqu'au modèle capitalistique des grandes maisons d'édition internationales. Merci d'avoir été avec nous, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup Grégoire pour cette invitation, merci encore. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.